Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 étapes que je suivrai moi-même pour inverser naturellement et durablement la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est une partie centrale du syndrome métabolique, du diabète, etc. Quelque chose de si courant de nos jours, mais malheureusement si peu comprise. J'espère changer cela dans cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre de contenu, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2014 et créatrice de la méthode de perte de poids accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous enseigner comment débloquer naturellement votre métabolisme et perdre du poids pour de bon, tout en récupérant les rênes de votre santé, toujours basé sur les meilleures données scientifiques disponibles et toujours sans blabla. Récemment, j'ai publié dans une vidéo ce qui suit. Lorsque vous réduisez drastiquement les glucides à long terme, vous développez une résistance physiologique à l'insuline. Et beaucoup de monde était confus à propos de cette histoire, n'est-ce pas? Après tout, personne n'a vu développer une résistance à l'insuline. D'ailleurs, beaucoup de gens qui font des régimes low carb, cétogènes, etc. ont précisément pour objectif d'éliminer la résistance à l'insuline. Alors comment la réduction des glucides à moyen et à long terme peut-elle développer ou stimuler cette résistance à l'insuline qu'ils cherchent tant à éviter? Eh bien, en fait, ce fait est bien connu et bien documenté dans la littérature. Mais pour commencer à comprendre, nous devons comprendre qu'il existe fondamentalement 2 types de résistance à l'insuline. La première, que nous appelons résistance pathologique à l'insuline, est celle qui est impliquée comme partie centrale du syndrome métabolique, du diabète, etc. Et cela est un état de déficience énergétique qui se caractérise essentiellement par une incapacité acquise du corps à utiliser le glucose comme source d'énergie, ce qui entraîne un excès de glucose dans le sang, une hyperglycémie. D'ailleurs, la majeure partie du glucose que nous voyons dans le sang des diabétiques est hépatique, qui est fabriqué par le foie lui-même. Cet état entraîne également une hyperlipidémie, c'est-à-dire des niveaux élevés d'acides gras circulant dans le sang, et comme résultat de tout cela, une hyperinsulinémie, qui est un marqueur important de la résistance à l'insuline. Cependant, contrairement à ce qui est couramment répété, il n'y a aucune preuve montrant que la cause de cela est la consommation des glucides en soi, mais plutôt un ensemble de facteurs comprenant notamment la consommation fréquente des graisses polyinsaturées par exemple, les huiles végétales dont je parle tant ici, un régime pauvre en nutriments, un régime de mauvaise qualité, les hauts niveaux de stress et une cascade inflammatoire en découle. Les graisses en général bloquent l'action de l'insuline directement sur le récepteur, mais les graisses polyinsaturées ont un effet encore plus important sur ces blocages. Et cela en raison de leur haute peroxydabilité, c'est-à-dire de leur facilité élevée à être oxydées. Et ces graisses polyinsaturées favorisent le stress oxydatif, l'inflammation, ainsi qu'une augmentation conséquente des hormones de stress, comme le cortisol, qui bloque également l'action de l'insuline et perturbe la fonction thyroïdienne, par exemple. La bonne nouvelle est que toute cette situation peut être inversée avec une relative facilité. Cela peut se produire avec un réajustement complet et qualitatif de l'alimentation, en changeant ce que vous mangez. Cela peut être également résolu avec une réduction sévère des glucides et aussi avec une réduction sévère des graisses. Mais je vais en parler plus en détail dans un instant. Le deuxième type de résistance à l'insuline est celui que j'ai mentionné dans ma vidéo, c'est la résistance physiologique à l'insuline. Il s'agit d'une réponse naturelle et physiologique du corps qui vise essentiellement à rationner l'utilisation du glucose, de sorte que son utilisation puisse être priorisée par les organes et les tissus qui ont le plus besoin en cas de disponibilité réduite dans le sang. Par exemple, si vous commencez à consommer très peu de glucides, votre corps doit répondre de cette manière pour rationner l'utilisation de ce substrat qui est maintenant plus rare dans votre corps. Comme nous le savons, le glucose en soi est essentiel pour le fonctionnement de notre corps et il est nécessaire 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Un faible niveau de glucose dans le sang entraîne, comme nous le savons, des choses comme le coma. Et c'est pourquoi le corps doit constamment contrôler de près les niveaux de glucose dans le sang.
Il est intéressant de noter que beaucoup de gens disent que le glucose n'est pas essentiel pour le corps. Donc, il n'est pas nécessaire de consommer des glucides car le corps peut créer du glucose lui-même. Moi-même, j'ai cru à cette absurdité pendant quelque temps. Mais c'est une façon opposée de voir ce qui se passe en réalité. Le glucose est si essentiel pour le corps qu'il ne veut pas laisser la consommation de glucose à notre discrétion. Il ne veut pas dépendre de nous pour consommer des glucides afin d'avoir du glucose. Ainsi, le corps développe des systèmes endogènes de production de glucose, dans le cas il y aurait une pénurie de glucose exogène, et c'est-à-dire dans le cas où nous ne consommons pas de glucose, où nous n'en avons pas accès au glucose par les glucides. Le corps a ses propres mécanismes de création de glucose de manière endogène, à l'intérieur de lui. Mais bien sûr, tout dans la vie a un coût, et cela a également un coût beaucoup trop élevé. Lorsque vous réduisez drastiquement les glucides, vos niveaux de glucose chutent et votre corps rend vos muscles et autres tissus physiologiquement résistants à l'insuline afin de diriger les peu de glucose qui restent vers les organes les plus importants, comme le cerveau et aussi les globules rouges, etc. En absence de glucose exogène provenant de la consommation des glucides par exemple, le corps peut fabriquer lui-même ces glucoses suffisants pour continuer à faire fonctionner le corps via un processus appelé gluconéogenèse. Cependant, ces processus du corps dépendent des hormones du stress pour se produire, des hormones que vous avez probablement déjà entendu parler comme le cortisol, l'adrénaline et le glucagon. Autrement dit, votre corps va littéralement cataboliser les acides aminés et aussi d'autres parties grasses de votre corps pour produire ces glucoses là où ils n'existent pas. Et cet état de résistance physiologique à l'insuline est stimulé par le manque de votre consommation de glucides, finit par être un grand signe de famine et de pénurie pour le corps. Le corps prend note de cela et commence ses processus d'adaptation à cette situation. Le résultat de tout cela, ce sont les nombreux symptômes généralement rapportés par les personnes suivant des régimes à faible teneur en glucides pendant plus longtemps que nécessaire, surtout les femmes. Je parle des symptômes tels que la diminution du métabolisme par la réduction de la fonction thyroïdienne, la baisse de la température basale et corporelle et même des battements cardiaques plus faibles. La personne ressent plus facilement le froid car son métabolisme ralentit. Car pour augmenter ses chances de survie dans un environnement de pénurie où les glucides font défaut, par exemple, où vous brûlez les graisses corporelles en essayant de produire du glucose là où il n'y en a pas, ce sont des signaux de pénurie et le corps les interprète en déclenchant les processus adaptatifs qui génèrent ces symptômes, comme la peau sèche, la chute des cheveux, une détérioration du sommeil, une détérioration de l'humeur, plus d'anxiété et irritabilité, l'aménorrhée chez les femmes, ce qui est très sérieux, la perte de masse musculaire, une tolérance réduite aux glucides et une plus grande propension à prendre du poids lorsque vous revenez à une alimentation normale. J'ai observé certains de ces effets secondaires sur moi-même après des années de régimes pauvres en glucides. C'est un reflet de cette résistance physiologique à l'insuline que j'ai moi-même constaté en plaçant un moniteur continu de glucose sur mon bras et en le maintenant là pendant quelques semaines. J'ai remarqué que ma glycémie à jeun était élevée au fur et à mesure que j'ai continué à consommer plus de glucides. C'est quelque chose qui est très peu mentionné par les partisans des régimes low carb ou cétogènes à long terme. J'ai observé ma glycémie et aussi mon taux d'hémoglobine glyquée chuter, tous deux, lorsque j'ai commencé à consommer correctement, et c'est-à-dire plus de bons glucides dans mon alimentation. Et cette induction de la résistance physiologique à l'insuline par la réduction des glucides est bien documentée, mais souvent ignorée. Par exemple, cette étude de 2018 indique clairement que la résistance à l'insuline hépatique et musculaire est induite dans divers contextes, y compris des niveaux élevés d'oxydation d'acides gras. Autrement dit, lorsque les glucides manquent, votre corps commence à oxyder les graisses en priorité. Une note ajoutée est que pour perdre du poids et brûler les graisses corporelles, vous n'avez pas besoin de réduire drastiquement les glucides. Même si vous consommez beaucoup de glucides au quotidien, votre corps brûle toujours des graisses, car plusieurs tissus de votre corps, tels que vos propres muscles, préfèrent brûler les graisses au repos, indépendamment de la quantité de glucides disponibles. Donc, pour être clair, pour perdre du poids, vous n'avez pas besoin d'éviter les glucides.
Il est intéressant de noter que lorsque le corps commence à oxyder des acides gras beaucoup plus que les glucides, il commence à signaler cette question de la résistance physiologique à l'insuline, ce qui peut être un problème. Comme on le voit dans cette autre étude de 2014, la lipolyse, et c'est-à-dire la décomposition des graisses pour les brûler comme énergie dans le cœur, lorsqu'elle est augmentée, entraîne une augmentation d'acides gras circulants, ce qui peut à son tour induire la résistance à l'insuline, comme je viens de vous le dire. Une chose qui peut choquer beaucoup de gens et dont beaucoup n'ont aucune idée, c'est que la consommation accrue de glucides peut augmenter votre sensibilité à l'insuline, et cela n'est pas une découverte récente. Cela est littéralement connu depuis le début du XXe siècle, voire à la fin du XIXe. Par exemple, cette étude menée à Londres en Angleterre dans les années 30 indique clairement que depuis longtemps, il est reconnu dans le traitement du diabète que la composition de l'alimentation a un grand effet sur la tolérance aux glucides chez les diabétiques. Il est maintenant établi que la tolérance au sucre est compromise par le jeûne prolongé ou les régimes riches en graisse, tandis qu'elle est améliorée avec les régimes riches en glucides. Il est important de se rappeler que généralement, lorsqu'il y a un excès de glucides, il y a un manque de graisse. Maintenir des niveaux élevés des deux dans l'alimentation, c'est une mauvaise idée. Et cela a été confirmé encore par Abderhalden et Wertheimer en 1924 et 1925, qui ont démontré que les animaux deviennent plus sensibles à l'insuline lorsqu'ils reçoivent un régime riche en glucides, plutôt que lorsqu'ils mangent un régime riche en graisse ou lorsqu'ils jeûnent. Si ce type d'information vous est utile, appuyez sur le pouce en l'air sous cette vidéo et laissez-moi un commentaire pour me dire bonjour. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui est partagé ici. Ce que vous voyez ici, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Et c'est peut-être un avantage compétitif pour vous aider à atteindre la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue, sans aucune souffrance. Je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne et si vous souhaitez, à me suivre sur Instagram. Une autre étude datant de 1988 a testé un groupe de personnes âgées et un groupe de personnes jeunes en les plaçant sous un régime très riche en glucides pendant quelques jours, à hauteur de 85% de la diète. Ils ont constaté dans les deux cas une augmentation de la sensibilité à l'insuline, ainsi qu'une augmentation de la réponse des cellules bêta du pancréas au glucose. Lorsqu'ils ont placé le groupe des jeunes sous un régime plus faible en glucides, ils ont observé le contraire, une détérioration de la sensibilité à l'insuline. Il existe une bonne littérature qui va dans ce sens. En réalité, on constate qu'une augmentation de la consommation des glucides et non diminution peut augmenter la tolérance à ces glucides et non leur résistance. Mais maintenant, très attention, simplement ajouter des glucides à une alimentation problématique va seulement empirer le tout. Dans ces contextes, ce que je ferai moi-même pour renverser naturellement la résistance à l'insuline, et bien entendu, ce que j'ai dit ici a le simple but d'être éducatif. Ce n'est pas une prescription médicale, ok? Vous devez toujours travailler avec un professionnel de santé compétent. Eh bien, avant même de penser aux macronutriments, je commencerai une réforme qualitative dans mon régime alimentaire, en me concentrant principalement sur la consommation d'aliments de qualité, provenant de sources naturelles, en limitant au maximum les aliments ultra transformés. Vous trouverez dans la description de cette vidéo d'autres liens vers mes vidéos où j'explique quel type de protéines, des glucides et des graisses vous pouvez consommer pour ne pas avoir des doutes et savoir exactement quoi faire. Ensuite, une fois la qualité de l'alimentation ajustée, nous devons nous rappeler qu'une autoconsommation des graisses ou la grande oxydation d'acides gras dans notre corps peuvent en soi bloquer la métabolisation du glucose et également l'insuline. Donc, ce que je ferai est que je veillerai à ce que 20% de mes calories proviennent des bonnes graisses dans mon régime alimentaire. De plus, je consommerai au moins 2 grammes de protéines animales de qualité par kilogramme de poids idéal par jour. Et je compléterai le reste des calories avec des bons glucides jusqu'à la satiété. En troisième étape, je pratiquerai un jeûne intermittent simple en sautant le petit déjeuner, par exemple, environ 3 fois par semaine. Cela peut temporairement aider dans ces processus initiaux. Quatrième étape, je suivrai ces processus pendant environ 30 jours, en surveillant l'évolution de mon corps et en faisant de nouveau des prises de sang après cette période. Je suis sûre que vous pourriez être surpris par le résultat que vous pourriez avoir.
Il est également possible d'inverser, au moins temporairement, cette résistance à l'insuline pathologique en réduisant considérablement les glucides avec des régimes low carb ou cétogènes bien faits. Ces deux stratégies fonctionnent très bien dans ces contextes. Cependant, rappelez-vous qu'à long terme, cette stratégie de restriction drastique des glucides induira une résistance physiologique à l'insuline, ce qui peut causer tous les effets secondaires que j'ai mentionnés auparavant. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur l'effet d'inverser naturellement et de façon permanente la résistance à l'insuline avec ces 4 étapes, et non pas seulement de façon palliative. Si vous voulez savoir quelles protéines, glucides et graisses consommer, j'ai des vidéos justement sur cela et je vous invite à les regarder. En résumé, la résistance pathologique à l'insuline est généralement causée par une alimentation et des habitudes toxiques combinées à une consommation fréquente des graisses polyinsaturées et à un niveau élevé des stress oxydatifs. En revanche, la résistance physiologique à l'insuline peut être causée par une forte consommation des graisses et une réduction des glucides à moyen et long terme. Cela est bien reconnu et bien documenté, et cela peut entraîner une série d'effets secondaires, ainsi qu'une tendance accrue à prendre du poids lorsque vous revenez à une alimentation normale, incluant des glucides. Et encore une fois, quand on fait correctement, la diminution des glucides peut donner des bons résultats à court terme et aider à perdre du poids. Cependant, je crois qu'il existe des stratégies bien meilleures, non pas seulement pour atteindre ces objectifs, mais plus d'objectifs, sans impacter négativement le métabolisme. D'ailleurs, mes programmes de perte de poids visaient toujours une réduction des glucides dans les phases 1, à court terme. Cependant, ma nouvelle méthode a été mise à jour et comprend déjà cette nouvelle méthodologie plus puissante. Il est possible de perdre du poids en améliorant votre santé, non pas seulement en inversant la résistance à l'insuline, mais en gardant votre sensibilité physiologique à l'insuline. Seulement cela fait que la perte de poids atteinte soit gardée et non pas gâchée à cause de l'effet yo-yo. Et quand vous améliorez votre alimentation en adoptant une alimentation forte, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été partagé cette semaine par le cas de succès. Bonjour Renata, grâce à tes conseils, j'ai perdu 20 kilos en un an. Quel bonheur de perdre tous ces kilos sans compter les calories. Merci Renata. Un grand bravo à vous, je suis extrêmement contente d'apprendre ces grands changements. Félicitations. Si vous souhaitez essayer sur vous-même la méthode métabolique pour perdre du poids sans risque, je vous suggère de rejoindre mon programme d'amaigrissement Accélérateur Maigre Définitivement. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur accélérateur-md.fr où vous aurez accès à des listes d'aliments, des exemples de menus, des recettes originales et tous les conseils dont vous pourriez avoir besoin pour réussir dans votre projet de perte de poids. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions et continuons cette conversation. À bientôt!